Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Ce deuxième épisode consacré au burn-out est donc consacré plus particulièrement à la prévention, avant de sombrer dedans, voir les signes avant-coureurs. Et l'image qui me vient, c'est celle d'un appareil électroménager comme un aspirateur par exemple, ou on peut prendre l'exemple d'une tronçonneuse aussi, qui, quand on l'utilise de façon exagérée, qu'il commence à y avoir une surchauffe parce qu'on a aspiré avec un sac complètement rempli, spontanément ou automatiquement, l'aspirateur va s'arrêter pour justement éviter la surchauffe et prendre ce temps de refroidissement. Nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas forcément toujours ce disjoncteur qui saute juste avant la surchauffe, et parce que le risque évidemment que l'on court, c'est de s'enflammer complètement et de tomber en burn-out. Vraiment en burn-out, oui, tout à fait. Si on pouvait repérer le stade avant et se dire, voilà, là, stop, il faut que je freine, ce serait intéressant. Et donc, ce qui serait intéressant, en fait, et c'est un travail qu'on fait quand les gens sont en burn-out aussi, quand on accompagne quelqu'un, c'est d'aller voir quels signaux il aurait raté pour que dans l'avenir, si les signaux réapparaissent, ils puissent les repérer. Et donc, effectivement, les gens qui sont en pré-burn-out, s'ils se connaissent bien, vont pouvoir repérer les signaux, et là, les signaux qui crient repos, et donc là, freiner leur activité, etc. S'ils se connaissent moins bien, ils vont aller plus loin, et en fonction d'une personne à l'autre, il y en a qui vont aller très loin, et donc arriver jusqu'au burn-out, et puis il y a ceux qui vont, à un moment donné, se dire, mais c'est plus possible, je dors pas la nuit, si j'ai le soir en m'endormant, ou au milieu de la nuit, même je me réveille, et je pense au boulot, etc., c'est que je suis pas en burn-out, mais que je suis en train d'en faire trop, en fait. Et je sens bien que ça me dit freine. Et donc, je pense que ça, c'est important, c'est de pouvoir se connaître et savoir, chez moi, qu'est-ce qui est signal de j'en fais trop, de il faut prendre du repos, en fait. Parce que c'est ce message-là que notre corps, parce que souvent c'est notre corps, nous envoie. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être j'oublie, j'ai un patient qui avait oublié son enfant à la crèche. Il y a plein de signaux différents. Oui, moi, par exemple, c'est plus au niveau digestif. En fait, à un moment donné, je le sens et j'ai l'impression que c'est la tasse de café de trop. Mais en fait, c'est aussi le stress de trop qui est là. Et donc, effectivement, c'est être attentif, comme tu le dis, se connaître. Si on est plus fragile au niveau du sommeil, au niveau digestif, ou parce qu'on a tendance à oublier l'une ou l'autre chose, ou qu'on devient de plus en plus irritable. Ça, c'est aussi des choses que l'on entend souvent, qui sont parfois mises en avant par l'entourage, par exemple, qui vont dire « Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu deviens vraiment très nerveux dès qu'on te parle ». Être attentif à ces petits signaux. Voilà, tout à fait. Oui, c'est ça. Être attentif à ce qu'on peut nous dire, effectivement, parce que parfois on ne le ressent pas, on ne le voit pas soi-même, surtout quand on est en train de tracer sa route, de bosser, de tout donner. Et donc, on n'a pas toujours le recul nécessaire. Et donc, on se retrouve parfois dans une situation que même le médecin va qualifier de burn-out. Je pense à une patiente récemment qui est venue consulter, elle dit « je suis en burn-out », puis quand on questionne, non, elle arrive encore à fonctionner, etc. On ne peut pas parler vraiment de burn-out, mais en tout cas de pré-burn-out, oui. Et puis voilà, en la questionnant sur ce qui est trop pour elle, elle parlait par exemple du coucher de ses enfants. Pourtant, elle venait pour un burn-out professionnel, mais ça faisait partie de ce qui était trop plein pour elle. Ça durait des heures, elle trouvait que c'était vraiment pénible avec 3 enfants. Et donc, on a retravaillé sur ce coucher, comment faire ça de manière plus adaptée, plus courte, plus juste pour elle, et qui lui permettent de le faire. Parce que malheureusement, ce sont des situations où on peut pas... une maman est obligée de coucher ses enfants à un moment ou à un autre, on ne peut pas faire l'impasse sur cette activité-là, mais comment réorganiser. Et donc, en pré-burnout, c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler, c'est comment réorganiser sa vie autrement, peut-être freiner un loisir pour le moment. Après, on décidera peut-être de le reprendre ou pas. Ça sera, on verra ça plus dans le post-burnout. Mais c'est vrai que l'idée, c'est vraiment, de nouveau, d'aller chercher, soit dans le contexte, des choses à changer, soit chez moi. Donc, comment je peux réagir différemment. Et donc là, il y a tout un travail qui peut se faire sur
comment apprendre à dire non. Qu'est-ce qui fait que je ne dis pas non quand on me demande un service? Est-ce que j'ai peur de décevoir? Est-ce que c'est pas par rapport aux autres, mais moi je trouve que c'est important que j'assure parce que ça fait partie de mes valeurs? Est-ce que voilà, et donc aller retravailler là-dessus. Ça peut se faire de nouveau soi-même. Déjà, il y a certains bouquins qui existent, des applications, d'excellents podcasts. Il y a pas mal de possibilités, mais voilà, ça peut aussi se faire en se faisant accompagner si on sent que voilà, moi j'en sors plus, ça part dans tous les sens. Je sens que si ça continue, je vais craquer. Ce qui est un peu le pré-burnout, c'est un peu ça. Hein, c'est si ça continue, je vais craquer. Et donc une question importante qu'on pose aux personnes en pré-burnout, je pense que ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vous appliquer à vous-même si vous nous écoutez là maintenant, c'est comment vous pourriez aggraver la situation. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes. C'est très paradoxal, mais très aidant. Voilà, c'est très aidant puisque ça montre le chemin à ne pas suivre quelque part. Et je me dis, si je veux aggraver, je reprends du boulot le soir à la maison, je me remets à travailler après avoir couché les enfants à 8h30, je réouvre mon ordi, je reprends mes mails, le week-end, voilà. Il y a une série de choses. Et en général, très vite, les patients savent ce qui peut aggraver. Alors que quand on leur dit comment ça peut aller mieux, là ils se sont perdus, évidemment, parce que s'ils le savaient, ils l'auraient déjà fait. Oui, c'est ça. Et donc c'est intéressant parce que ça donne vraiment, et assez vite ils peuvent se dire, et souvent ils le disent un peu avec un petit sourire, quoi. Ils disent, travailler plus. Ok, et alors on dit, ce serait quoi travailler plus? Alors, et là, ils peuvent nommément, très concrètement dire, ce serait, au lieu de partir à 5h30, partir à 18h30, puis courir pour la garderie où je suis quand même en retard. Enfin, voilà, là, je serai encore plus mal. Ok, ça c'est intéressant. Vous savez donc ce que vous ne devez pas faire. Et donc, ça c'est vraiment, faire le travail dans ce sens-là est plus simple et en fait permet de dégager le chemin à suivre ou à ne pas suivre. Et dans les deux cas, ça aide. La situation de pré-burnout, c'est en fait une occasion aussi de faire meilleure connaissance avec soi-même, d'identifier son stress, le mécanisme de son stress, mais également de rentrer en connexion avec l'entourage aussi pour pouvoir en fait lui faire comprendre d'une certaine façon, une fois qu'on a compris soi-même, parce que d'abord c'est une première étape de le comprendre soi-même, de mettre ses limites aussi au niveau de l'entourage, que ce soit professionnel ou personnel, et ça c'est pas toujours évident non plus. Non, c'est pas évident parce que ça ne se voit pas, c'est pas comme une blessure physique, quelqu'un qui, je sais pas moi, se brûle, renverse de l'huile bouillante sur sa jambe et qui a cette jambe qui doit être au repos, qui a des pansements, ou quelqu'un qui a une jambe cassée avec un plâtre, une jambe cassée avec un plâtre, voilà, c'est plus facile pour l'entourage de respecter, entre guillemets, parce que ça se voit, parce que voilà, c'est reconnu par tout le monde, il n'y a rien de subjectif là-dedans, parce que parfois le burn-out, ce qui est difficile aussi, c'est que c'est une notion, enfin les gens peuvent dire encore un burn-out, on a dit il y en a beaucoup, mais du coup, voilà, on le disait aussi dans l'épisode précédent, c'est galvaudé parfois. Mais du coup, parfois on ne se sent pas crédible, on est même gêné, il peut y avoir de la honte même à se dire, à toucher ses limites, à les reconnaître et à les exprimer à l'autre, c'est pas tout. Déjà les toucher, c'est pas toujours agréable, mais en plus de devoir les exprimer, dire écoute, je suis trop fatiguée pour accepter de te rendre service à tel moment, c'est quelque chose de difficile pour quelqu'un qui a l'habitude de toujours tout faire. Et donc ça, c'est vrai que c'est vraiment important de pouvoir justement exercer cette cette compétence qui va devenir nouvelle et qui va après devenir ancienne, j'espère, de pouvoir dire ses limites, de pouvoir marquer un non, se protéger en fait. Et c'est vrai que quelqu'un qui est blessé, qui a la jambe cassée, c'est facile de dire non, je peux pas venir, tu vois, j'ai la jambe cassée. C'est beaucoup plus difficile de dire non, je peux pas venir, tu vois, parce que je suis épuisée pour le moment. C'est beaucoup plus délicat et c'est beaucoup moins reconnu spontanément. Et c'est vrai qu'on parlait dans l'épisode précédent que se remettre d'un burn-out, ça prend vraiment longtemps. Mais c'est sûr que si ma jambe cassée, je marche quand même dessus parce qu'en fait, je n'ose pas mettre mes limites et dire que je ne peux pas bouger, mais elle va prendre aussi très très longtemps à se réparer. Et en fait, on est un peu dans quelque chose de parallèle, mais qui ne se voit pas. Mais à l'intérieur, c'est vraiment cassé. Et en pré-burnout, c'est déjà abîmé. Et donc, si je marche sur quelque chose d'abîmé, si je continue à forcer dessus, ça va être cassé. Et donc, c'est vrai que c'est important. Quelque part, à un moment donné, il va falloir choisir entre la peur de décevoir, d'annoncer ses limites, etc., ou la peur de s'abîmer davantage, d'être épuisé et de devoir vraiment alors décevoir tout le monde parce qu'on va, je veux dire, ça va plus être possible. Et donc là, on devra dire non à tout le monde. Et donc je pense que ça, c'est important d'avoir en tête. Est-ce que je préfère dire un petit non maintenant parce que j'ai besoin de me reposer, ou est-ce que je préfère craquer complètement
Et là, si on parle de honte, pour les personnes qui pourraient être honteux de dire un petit non, ils pourraient être encore plus dans une sensation de honte de ne pas avoir assuré, quoi. Donc c'est vrai que c'est important de peser un peu dans la balance. Est-ce qu'il vaut mieux décevoir un peu maintenant ou beaucoup plus tard. Et passer par cette période d'acceptation de ses limites. Voilà. Et c'est vrai que c'est un travail et que c'est pas facile et se dire je déçois. Alors on a beau se dire à certains moments les gens doivent pas être déçus, c'est pas comme ça, mais n'empêche que parfois c'est une peur qui est à l'intérieur. Pour certaines personnes en tout cas elle est très présente, quoi. Et ce qu'on peut peut-être souligner aussi, c'est que son réservoir de limites il est très différent d'une personne à l'autre, et donc c'est pas parce qu'une personne y arrive que forcément le voisin y arrive de la même façon, et que donc il y a cette comparaison là aussi qui dans cette période là de fragilité, il faut peut-être les éviter aussi. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? Alors l'image qui me vient, c'est celle d'un long escalier qui descendrait dans un trou. Le trou, quand on est tout en bas, c'est vraiment le burn-out. Quand on est dans cet escalier en train de descendre, on est dans cette situation de pré-burn-out. Et donc, chaque fois qu'on descend une marche, je vois ça comme un épuisement, une fatigue qui s'installe, une ressource que l'on perd peut-être éventuellement parce qu'on a trop donné. Mais quand on est encore dans l'escalier et qu'on n'est pas tout à fait dans le fond du trou, il y a encore moyen soit de s'arrêter, de remonter d'une marche ou de descendre d'une marche. Mais au moins, quand on prend le temps de s'arrêter, on peut encore faire le choix de remonter et de ne pas descendre plus bas. Et donc, ce moment-là peut vraiment être vu, ce moment de prévention peut vraiment être vu comme une opportunité où, effectivement, il va falloir faire un choix entre décevoir un petit peu pour pouvoir mettre ses limites, des petits noms et se protéger, ou continuer à descendre et risquer de décevoir encore plus parce qu'on va devoir s'arrêter complètement. Tout à fait. Et je pense que c'est vrai, l'image de l'escalier est super parce que se dire vraiment, si je m'arrête au milieu, je peux vraiment prendre le temps de me dire, est-ce que je dois changer les choses moi ? Est-ce que c'est mon contexte que je dois réadapter ? Parce que le pré-burnout peut être déjà une opportunité d'adaptation du contexte, de se dire peut-être faire moins d'heures, peut-être changer de boulot. Enfin voilà, ça, c'est aussi l'occasion de réfléchir à ça. Et donc effectivement, c'est une bonne image de se dire, si on s'arrêtait un instant. Alors la semaine prochaine, on va parler du post-burnout et donc de ce qui se passe après, une fois qu'on remonte dans l'escalier, qu'on arrive de nouveau au sommet de l'escalier pour éviter de redescendre toutes les marches. Tout à fait, pas dégringoler. Pour ne rien rater des épisodes de Virage, vous pouvez vous abonner et également nous suivre sur le compte Instagram de Virage.